Avril 1896. Cour d'assises de Saint-Brieuc. La salle est comble. Paysans, curieux, journalistes, tous se sont déplacés pour assister à ce procès hors norme. Dans le box des accusés, Marie-Louise Hamon, 23 ans, fille de cultivateur. Face à elle, une accusation terrible, avoir tué sa propre mère à coups de hache. Un crime d'une rare violence, une affaire qui divise, et une question qui obsède toute une région. Coupable ou victime d'une erreur judiciaire? Le verdict tombe. Acquitté. Dans la salle, l'incompréhension explose. Colère, stupeur, personne ne semble comprendre. Alors, que s'est-il passé réellement à la Haute-Folie? Retour en arrière. Tout commence en septembre 1895, dans un hameau au nom presque prémonitoire, la Haute-Folie. Un nom qui, à lui seul, semble annoncer le drame à venir. Ici, vit la famille Hamon, une famille de cultivateurs comme il en existe des milliers dans les côtes du Nord. La mère, Jeanne, 68 ans, veuve. 2 fils, Yves-Marie et Jean. Et une fille, Marie-Louise, 23 ans. Une famille ordinaire, en apparence. Car depuis plusieurs semaines, les tensions s'accumulent. Marie-Louise est amoureuse et elle veut se marier. Mais sa mère s'y oppose. Les disputes éclatent. Elles sont violentes et répétées. Et selon les témoignages, les mots laissent parfois place aux coups. 19 septembre 1895, 11 heures du matin. Les 2 frères quittent la ferme pour aller moissonner le sarrasin dans un champ éloigné. À la maison, il ne reste plus que 2 personnes, la mère et la fille. Jeanne demande à Marie-Louise de balayer la cour. Elle reste à l'intérieur pour préparer des galettes. 1 heure passe. Puis soudain, une épaisse fumée noire s'échappe de la maison. Marie-Louise accourt. À l'intérieur, une scène insoutenable. Sa mère est au sol, partiellement décapitée. Ses vêtements commencent à brûler. La jeune femme traîne alors le corps à l'extérieur. Les voisins arrivent, les frères aussi. Le feu est maîtrisé. À proximité du corps, une hache ensanglantée. 30 minutes plus tard, Jeanne Hamon succombe à ses blessures. Très vite, quelque chose intrigue. Le docteur Tostivin, appelé sur place, refuse de conclure à un accident et il alerte la justice. Les premières auditions révèlent des contradictions. Marie-Louise affirme avoir balayé pendant 1 heure. Mais des voisins affirment l'avoir vu entrer, puis ressortir de la maison. Autre point troublant, la fumée. Un expert affirme qu'il était impossible de la voir depuis l'endroit où elle se trouvait. Les taches de sang sur ses vêtements posent également question. Elles ne correspondent pas à un simple contact, mais à des projections violentes. Et surtout, l'autopsie révèle que 3 coups ont été portés. 3 coups, bien loin de la thèse d'une chute accidentelle sur une hache. Enfin, son attitude choque. Certains témoins affirment qu'elle aurait crié, très fort, trop fort, comme pour couvrir les dernières paroles de sa mère. Son propre frère lui aurait même lancé alors « Est-ce toi qui as tué notre mère ?» Marie-Louise est donc arrêtée. Janvier 1896, c'est le premier procès. Mais un jury exprime publiquement son opinion. La procédure est donc annulée. Avril 1896, nouveau procès. L'avocat de la défense, Maître Olivier, contre-attaque. Selon lui, l'affaire repose davantage sur la rumeur que sur des preuves solides. Il dénonce une enquête biaisée, une presse déjà convaincue de la culpabilité de sa cliente, et il pose une question simple. Et si tout le monde se trompait? Avril 1896, après délibération, Marie-Louise Hamon est acquittée. Une décision qui choque, car malgré les soupçons, malgré les expertises, le doute subsiste. L'affaire Hamon, c'est l'histoire d'un amour interdit, d'une famille brisée et d'une justice encore balbutiante face aux premières expertises scientifiques. Mais c'est surtout une question restée sans réponse. Marie-Louise Hamon était-elle innocente ou a-t-elle échappé à la justice? Dans les Côtes d'Armor, certains murmurent encore « À la Haute-Folie, rien n'était vraiment un accident ». Tushtaitol tu Dieu a huirego a huikle gentel zo savetane
Arben, une digne flamme, bare